Dans cette partie, on va s'intéresser à quelques exercices sur la distribution de charges continues, c'est-à-dire la détermination du champ électrique créé par une distribution continue de charge. Et je commence par l'exercice 1. On dispose d'un disque chargé uniformément en surface. La charge surfacique, je la note sigma. Une seule question. Déterminer le champ électrostatique créé en un point M sur l'axe de ce disque, comme l'indique la figure. Je veux le champ électrostatique. Je réserve l'adjectif électrostatique pour des charges immobiles. Et je dis champ électrique pour les charges qui sont en mouvement. Ici, je suis en présence de charges immobiles sur le disque. Donc, il vaut mieux que je dise champ électrostatique. C'est-à-dire les charges qui le créent sont immobiles. Ça y est? Voilà. Donc, ici, la question. Je veux le champ en un point M de l'axe de ce disque chargé en surface. Voilà le schéma. Le disque de rayon R, de centre O. Son axe de symétrie COX, c'est un axe de révolution. Je prends un disque élémentaire, un petit disque appartenant au grand disque. Et ce disque, je l'appelle DS. Il est orienté par un vecteur U, où il y a un point P ici, P, où il y a la charge créatrice. Donc, PM. Donc, je peux mettre ici un point. Je ne veux pas surcharger la figure. Voilà un point P ici au centre du disque. Donc, le vecteur PM, je le désigne par R, son module CR. Il est dirigé par le vecteur unitaire petit u. Le ds, c'est le vecteur qui représente la surface du disque. ds, c'est son module. X, c'est la distance qui sépare le point où je veux étudier le phénomène et au centre du disque. Je rappelle que la charge élémentaire portée par le disque élémentaire est dq égale sigma ds. Ça y est? Donc, pour chercher le E créé au point M, il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode directe. La deuxième méthode, c'est la méthode dite indirecte. Je commence par la directe. C'est-à-dire, je fais les calculs infinitésimaux, les calculs différentiels. Donc, chaque petit disque chargé avec sigma, il porte une charge dq sigma ds. Qu'est-ce qu'il fait au point M? Il crée un élément du champ DE. Comme ça, dans cette direction, collinéaire avec U. C'est très important une notation. Donc, le point P se trouve au centre du disque qui crée le champ. Et le point M, c'est là où j'étudie le champ E. Donc, ds qui porte dq crée un champ élémentaire DE. Par raison de symétrie, je ne veux pas entrer dans le détail de l'invariance et la symétrie. Par raison de symétrie, le champ global, le champ résultant, le champ total est collinéaire à X. Donc, automatiquement, je dois projeter cet élément sur l'axe X. On veut dans cet angle alpha. Voilà. Donc, la projection de DE sur X, c'est DEX. Donc, DEX, c'est DE cos alpha. Projeter un vecteur, c'est le multiplier par le vecteur unitaire de cet axe. Donc, la norme du vecteur unitaire de cet axe, c'est 1 fois la norme de DE fois cos entre les deux vecteurs. Donc, si je projette DE sur l'axe X, voici le résultat. C'est DE cos alpha. Si vous comprenez ça, le reste, c'est des calculs. C'est ça l'essentiel. Faire un schéma et assimiler bien ce que vous allez faire. L'élément ds qui porte dq crée DE. Or, le E total, il est sur l'axe X. Automatiquement, je pense à la projection. Il me faut un angle alpha. Il est donné, voilà alpha. Donc, la projection de ces deux E, je l'appelle DEX. Sans vecteur, puisque je prends le module. Donc, le module de x égale DE cos alpha. Ça y est, c'est terminé. Le reste, c'est des maths. Donc, j'ai créé la forme du cours. D de x, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, fois la charge dq. dq ici, c'est sigma ds. Sur R, sur PM. PM, ici PM, bien sûr au carré, c'est R au carré.
cos alpha. Ça, c'est le champ DE. Projeté sur X, je multiplie par le cos. Ça y est. Par symétrie, il n'y a ni EY ni EZ. Or, ça, c'est la méthode directe. Or, je constate dans ma formule ici la présence de 1 sur R au carré et les cos de alpha. Cos de alpha, alpha, c'est l'angle entre ce vecteur U ou bien DE et le vecteur normal, DS ou bien N. On note DS ou bien le vecteur normal, c'est la même chose. Donc ce vecteur DS, il est là, ce vecteur U, il est là. Donc l'angle entre U et la normale qui oriente la surface, c'est alpha. Donc si je trouve le cosinus de cet angle et R au carré, je pense à l'angle solide, déjà vu dans le cours. Or ici, d oméga, je le rappelle ici, c'est le vecteur surface, je peux le noter n, fois le vecteur U qui dirige PM sur R au carré. C'est le flux de U sur R au carré à travers la surface S. Qu'est-ce que c'est que l'angle solide? C'est le flux du vecteur U sur R au carré. Il va prendre ça par cœur, à travers la surface étudiée. Voilà, donc ds scalaire U sur R au carré, c'est l'angle solide. Donc, qu'est-ce que c'est que l'angle solide? C'est le flux de ce vecteur U sur R au carré. Que signifie le flux d'un vecteur? Il faut multiplier par la surface qu'il traverse. U sur R au carré, il traverse ds. Donc, je multiplie scalairement par, c'est ça l'angle solide. C'est l'angle solide élémentaire. Donc, dEx égale 1 sur 4 pi epsilon 0. Et je remplace tout le bagage qui contient cos alpha et R par d oméga. Par intégration, j'intègre, je fais la somme, je trouve Ex. La somme de tout ça, c'est constant. L'intégrale de d oméga, c'est-à-dire la somme de tous les d oméga, c'est oméga total. Or, dans le cours, l'angle solide sous lequel on voit un plan, ou bien un disque, ou bien un carré, ou bien un rectangle, un plan en général, c'est 2pi 1 moins cos alpha. C'est le cours. L'angle alpha, c'est le demi-angle du sommet du cône. L'angle alpha, c'est l'angle du cône divisé par 2. Ici, l'angle du cône, c'est 2 alpha. Je n'ai pas dessiné l'autre moitié. Donc, je prends la moitié, c'est alpha. C'est ça l'angle solide. Je remplace ici l'angle sur lequel on voit tout le disque. Ça, c'est le cours. Hein? D'où je déduis mon champ EX. EX, c'est E parce qu'il n'y a ni EY ni EZ. C'est sigma sur 2 epsilon 0, 1 mot cos alpha. Je peux l'exprimer en fonction de x, d'après le schéma. Cos alpha, c'est x sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est ça, racine y carré. Et je déduis mon champ, le champ électrique. Je rappelle, EX, c'est E. Je peux mettre ici E parce que je n'ai ni EY ni EZ par symétrie. Donc, voilà le champ E, créé par un disque chargé surfaciquement et uniformément. Ça y est. Ça, c'est la méthode directe. Quelques petites remarques. Si la position x tend vers 0, c'est-à-dire si je m'approche vers le centre, alors le Ex, il tend vers sigma sur 2 epsilon 0. Et je retrouve le théorème de Coulomb. Ça, c'est le cours. C'est le champ créé au voisinage d'un plan. Le champ électrique créé au voisinage d'un plan, c'est sigma du plan, la charge, sur 2 epsilon 0. C'est le théorème de Coulomb. Je le retrouve ici comme cas limite de cette situation. Alors que lorsque x tend vers l'infini, c'est-à-dire je m'éloigne infiniment du disque, le Ex tend vers 0, c'est-à-dire tout ceci tend vers 0. Ça y est, vous remplacez, faites cette factorisation, vous trouvez ici 1, moins 1, 1 moins 1 c'est 0, toute la quantité tend vers 0. C'est évident, si je m'éloigne infiniment du disque, il n'y a aucun champ. Ça, c'est la méthode directe. C'est la méthode 1. La deuxième méthode qui est indirecte, on peut chercher d'abord le potentiel. Tout à l'heure, on a étudié un champ de vecteurs. Donc ici, on se retrouve avec les rappels de maths au début de l'année. Vous avez des rappels de maths, des formalismes mathématiques. Donc, tout à l'heure, on a manipulé un champ de vecteurs. Ici, on va manipuler un champ scalaire, c'est-à-dire une fonction de 3 variables, x, y, z.
il faut chercher le potentiel au point M et on en déduit EM, bien sûr en utilisant E égale moins grade V. Ça y est. Donc, comment procéder? Je prends mon disque et je le subdivise en plusieurs anneaux. Un anneau, un autre anneau, un autre anneau. Chaque anneau, si je le coupe et je l'étale, je trouve une sorte de bande rectangulaire de longueur 2πρ. C'est le périmètre de l'anneau. C'est 2πρ. Rho, c'est une petite partie du rayon R du disque. Le rayon du disque, c'est grand R. Un petit rayon, c'est ρ. La largeur, c'est dρ, c'est l'épaisseur. L'épaisseur de l'anneau, c'est dρ. Donc, la surface de cet anneau, c'est la largeur fois la longueur. C'est la longueur fois la largeur. 2πρ fois dρ. Ça y est, c'est simple. Voilà. Donc, chaque anneau crée au point M un petit élément du potentiel V. Je l'appelle dV. D'après le cours, c'est 1 sur 4π epsilon 0, Q sur R. Ici, Q, c'est sigma ds sur R. Attention, c'est pas sur R au carré. Pour le champ, on met R au carré. Alors, pour le potentiel, on met R. Faites attention à ça. Pour le champ, c'est R au carré. Pour le potentiel, c'est R. C'est une fonction en 1 sur R. R, c'est Pm. Pm. P, là où il y a la charge qui m'intéresse, et M, là où j'étudie le phénomène. Par intégration, par sommation continue, je trouve mon potentiel Vm égale sigma sur 0, l'intégrale de 0 à R, ρ. Donc ici, la variable, c'est ρ. Donc, voilà pourquoi j'ai mis d ρ. Ρ varie de 0 à R. R, c'est le rayon du disque. Ça y est, l'intégrale est évidente. Voilà les classes terminales. Je fais le calcul et je trouve ceci. Ça, c'est le potentiel. Et ce que l'on me demande, c'est E. Donc, je vais faire recours à la formule générale E égale moins grade V. C'est-à-dire E, c'est la dérivée de V. Puisque j'ai une seule variable, ici, je n'ai ni EY ni EZ. Ce qui m'intéresse, c'est la variable X. J'écris EX directement. C'est moins de V sur X. Et je dérive une fonction par rapport à... Je retrouve les maths. Et voilà, je trouve le même résultat que tout à l'heure. C'est la méthode indirecte. Voilà pour aujourd'hui.